Vous l'attendiez? Bah moi aussi. Enfin, on va attaquer les tempéraments. La dernière fois, je vous avais dit, il y a un moment depuis qu'on a attaqué les intervalles, oui, on va s'attaquer à ce que sont les tempéraments, la fameuse gamme pythagoricienne, le tempérament égal. Ceci est venu. On va voir trois tempéraments, les trois plus connus de l'histoire de la musique qui ont structuré les intervalles tels que nous les connaissons aujourd'hui. Il existe plein de tempéraments, mais nous allons voir ces trois qui ont structuré la musique. Alors, vous pensez que la gamme chromatique, c'est-à-dire l'enchaînement de demi-tons du Do grave jusqu'au Do aigu, qui comporte donc 12 notes et 11 intervalles, était fait de 12 demi-tons égaux. Vous croyez qu'avant c'était 16 quinzièmes pour la seconde mineure? Eh ben c'est faux. Aujourd'hui, les 12 demi-tons sont égaux, on est dans ce qu'on appelle le tempérament égal. Tous les demi-tons sont égaux, toutes les quintes sont égales, etc. Cependant, ce n'a pas toujours été le cas. À l'époque de Pythagore, il existait des intervalles égaux, mais des intervalles pas égaux. On va voir de quoi il s'agit. Alors déjà, qu'est-ce qu'un tempérament? C'est simplement l'assignation de rapports qu'on va donner à des intervalles. La dernière fois, je vous ai assigné des rapports à des intervalles, 5-4 pour la tierce majeure, 3-2 pour la quinte juste, 9-8 pour la seconde majeure, etc., etc. Cette assignation de rapports qu'on fait à des intervalles différents, ça s'appelle un tempérament. Il y a des tempéraments où la tierce majeure vaut 5-4. Pour d'autres tempéraments, elle vaut un petit peu moins de 5-4. Quelques cents, quelques décimales de fraction, où elle vaut un petit peu plus. Et c'est ces différences de tempérament qu'on va voir. Ces différences de rapport qu'il y a pour les mêmes intervalles. Dans un tempérament A, la quinte juste vaudra 3-2, c'est le cas de la gamme pythagoricienne. Dans un autre tempérament, elle vaudra un peu moins de 3-2. Dans un autre tempérament, elle verra un petit peu de 3-2. Généralement, on est assez proche sur les tempéraments, mais il y a quelques bifurcations quand on préfère avoir certains intervalles très purs, très justes, et d'autres qu'on va délaisser. Et c'est ce qu'on va voir, certains tempéraments qui privilégient pour certains la tierce majeure, pour d'autres l'octave, pour d'autres la quinte. On le verra, tous les tempéraments ont une octave juste de rapport 2/1. C'est ce qu'on va voir juste après. Dans l'histoire de la musique, on a donc commencé avec Pythagore pour les premiers intervalles au 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est celui qui a défini la gamme pythagoricienne avec des intervalles de quinte très purs et d'autres intervalles moins purs. On verra que par la suite, la gamme qu'il a créée va avoir une conséquence sur la gamme qui crée certaines faussetés, notamment avec la quinte du loup qu'on verra plus tard. On saute près de 2 millénaires après Pythagore, donc on était au 6e siècle après Jésus-Christ, là on arrive au 16e siècle après Jésus-Christ, donc on a fait plus de 2 millénaires, et on arrive avec la gamme mésotonique. Celle-ci qui a été inventée par Pierre Aron, je ne sais plus exactement, mais dont un des représentants ici qui est Gioseffo Zarlino, que je parlerai dans d'autres vidéos, car c'est quand même un énorme contributeur de la musique, de la théorie de la musique en ce XVIe siècle, donc à l'époque de la Renaissance. Il faut savoir que 1500 à 1600, c'est la Renaissance. Après 1600, on va basculer sur l'époque baroque, qui se poursuivra jusqu'au début des années 1700, et puis après en 1750, ce sera la période classique. Mais Zarlino ici, qui n'est pourtant pas l'inventeur en soi du tempérament mésotonique, est celui qui a quand même fait une énorme justification de son utilisation pour les instruments pour clavier à l'époque, notamment le clavecin. Et il a justifié son utilisation en disant que ça permettait d'avoir des tierces majeures extrêmement justes, qu'on redira après. Et on a pour terminer le tempérament égal, alors avec encore une fois pas celui qui a inventé, mais celui qui a énormément utilisé pour composer pour clavier. Je vous ai mis une photo du grand-père Bach, Jean-Sébastien Bach. Donc on est là à la fin du XVIe siècle, qui est donc très proche de la gamme mésotonique.
C'est vraiment, on est sur ces années Renaissance baroque, on est vraiment sur un moment très dense au niveau de la théorisation de la musique, hein, notamment avec la facture de clavier qui, comment dire, reprend un essor assez important dans la société. Euh, on a quand même un divertissement avec la musique qui est assez important et on a une avancée technologique grâce à ces claviers. Et Jean-Sébastien Bach va énormément utiliser ce qu'on appelle le tempérament égal, même si pour autant il n'est pas le principal inventeur. On verra qu'un de ses inventeurs est un théoricien chinois qui a beaucoup participé. Il y en a d'autres à qui le clavier tempérament égal a été étudié par beaucoup de théoriciens qui ne sont pas forcément orientaux, hein, comme les d'Extrême-Orient, comme je viens de vous préciser. Euh, mais on va dire que le tempérament égal, c'est vraiment le produit de toute une histoire sur l'étude des tempéraments. Chaque théoricien y a participé, néanmoins, celui-ci qui a beaucoup pratiqué celui-ci est Jean-Sébastien Bach. On se retrouve ici donc avec le tempérament pythagoricien, mésotonique et égal. Le point commun entre ces trois tempéraments, c'est l'octave juste. Dans les 3 gammes, vous verrez que de Do à Do, le rapport n'est pas un peu en dessous de 2 sur 1 ou un peu au-dessus de 2 sur 1. Tous les trois tempéraments sont d'accord pour dire que l'octave juste, de toute façon, doit être égal à 2 sur 1. C'est sur les intervalles à l'intérieur de cette octave juste qu'on va venir un peu se discuter comment utiliser cette gamme et ensuite composer avec. Il y a déjà quelque chose d'extrêmement important grâce à Pythagore, c'est l'usage du demi-ton. Aujourd'hui, tempérament égal, il n'existe qu'un seul demi-ton. Néanmoins, comme vous avez peut-être déjà entendu pour les mélomanes, Pythagore a ici émis la notion de 2 types de demi-tons, le demi-ton chromatique et le demi-ton diatonique. Le demi-ton chromatique, c'est celui dont les 2 notes portent le même nom, mais dont l'un des 2 comporte une altération supplémentaire. Typiquement Do, Do dièse, les 2 notes s'appellent Do, mais l'une comporte une altération. Ça pourrait être Ré, Ré dièse, Mi, Mi bémol. Voilà, c'est le demi-ton le plus petit à l'époque, qui est d'un rapport de 2187 sur 2048. Voilà. Une fraction quand même relativement complexe, qui on verra est loin d'être si complexe par rapport aux autres tempéraments et à d'autres intervalles dans d'autres tempéraments. En opposition au demi-ton chromatique, celui qui lui reste pour venir le compléter et former un ton entier, c'est le demi-ton diatonique, avec une fraction un petit peu moins complexe qui est de l'ordre des centaines, donc toujours un demi-ton d'écart, mais cette fois-ci les 2 notes ont un nom de notes différent. Do, Ré bémol. Mi, Fa, c'est un demi-ton diatonique. Si Do est pareil. La, Si bémol, Sol dièse, La, etc. Cette fois-ci, on aura un rapport 256 sur 243. C'est donc déjà la définition de Pythagore. Il y a 2 types de demi-tons. Avec le tempérament mésotonique, on ne va pas venir simplifier les choses. Ici, on va venir changer les intervalles de quinte, on va venir les rabaisser un petit peu pour obtenir des tierces majeures un petit peu plus justes qui se rapprochent du rapport 5-4. Pour ceci, ça va avoir pour conséquence de modifier évidemment aussi les demi-tons. Le demi-ton chromatique fera 5 puissance 7 quarts divisé par 2 puissance 13 demi. Et le demi-ton diatonique fera 2 puissance 15 demi divisé par 5 puissance 7 quarts. Ce sont des fractions, comme vous pouvez voir, qui sont assez compliquées à mettre en place, et il est largement plus simple de les mettre sous forme de puissance, à voir même si on peut vraiment les mettre en forme de décimale, tout simplement, pas de façon précise, je pense pas, mais en tout cas, si on veut les mettre en fraction décimale, ça fera quelque chose d'à peu près égal, pas très précis. Et sur le tempérament égal, ça fait un rapport de racine 12e de 2. Voilà, donc pareil, tous les demi-tons dans le tempérament égal, dans la gamme chromatique, sont égales à racine 12e de 2. Do, Do dièse, racine 12e de 2, Do dièse, Ré, racine 12e de 2, etc. jusqu'au Do aigu. Ceci pour toutes les gammes dans le tempérament égal.
C'est donc un rapport qu'on n'arrive même pas à fractionner, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, même en décimale. Néanmoins, donc il y a un certain vide, il reste une certaine imprécision lorsqu'on veut accorder les claviers, mais néanmoins on essaye d'avoir des demi-tons parfaitement égaux, ce qui permettra après de jouer dans toutes les tonalités sans avoir d'intervalle déséquilibré qui apporterait de la fausseté. On précisera ça plus tard. De cette octave juste, qui est la même pour tous les tempéraments, et de la création de ces deux types de demi-tons dans les premiers tempéraments, il y a aussi une conséquence que je voulais voir, par exemple, c'est lorsqu'on forme deux demi-tons pour le pythagoricien, on a un ton complet qui, pour Pythagore, était égal à 9/8. Donc même s'il a deux demi-tons assez bizarres, je vais dire, assez complexes en fraction, il arrive quand même pour un ton à obtenir un intervalle assez juste. Pour ce qui concerne ici le tempérament mésotonique avec Zarlino, les théoriciens, pas que Zarlino, obtiennent un ton qui est toujours aussi compliqué, mais l'objectif n'est pas d'avoir des beaux tons bien justes, c'est d'avoir des tierces assez pures. Ici, on obtient racine 5 divisé par 2. Ce qui, je voulais essayer de vous le mettre en fraction, est égal à 2,236067,9 divisé par 2. Et pour le tempérament égal, qui est toujours aussi difficile également, comme le demi-ton était égal à racine 12e de 2, on divise la racine par 2, on complète 2 fois, c'est égal à racine 6e de 2, ce qui est environ égal à 101/90. On a donc, là je vous ai défini l'octave juste, qui est la même pour les 3 tempéraments, et la différence dans les 33 tempéraments pour le demi-ton et le ton. Il y a des différences pour tous les intervalles qui constituent les tempéraments, la gamme. Néanmoins, c'était à ce niveau-là que je voulais vous préciser. L'utilité de ces tempéraments pour les théoriciens, c'est par exemple pour Pythagore, même s'il a deux types de demi-tons, c'est le seul tempérament où il y a des quintes extrêmement justes, 3 sur 2, ce qui, à chaque fois quand les instrumentistes vont jouer des quintes, on va avoir quelque chose de très solennel, très vide, très apaisant, des choses très creuses, très un peu médiévales, un peu religieux, sans beaucoup d'émotions, mais un cadre, quelque chose d'extrêmement carré, qui va apporter une sensation un peu de plénitude, je dirais sentimentale, c'est difficile à décrire, j'ai pas encore assez étudié le sujet, mais les quintes en soi ne produisent pas une émotion très complexe, mais elles apportent la base des émotions, qui est vraiment quelque chose de structurel, quelque chose qui structure les accords, qui apporte les colonnes un peu d'un bâtiment. Et après, entre les colonnes, on va mettre des murs de différentes textures, de mosaïques peut-être, par exemple sur le porceau d'église. Mais néanmoins, il faut les bases et les quintes, c'est ce qu'elles permettent d'obtenir. Donc il a vraiment des bases, des colonnes très stables. Pour le mésotonique, justement, il va détériorer un petit peu les colonnes, les quintes, donc il va les abaisser très légèrement pour obtenir des tierces majeures qui se rapprochent du rapport 5-4, qu'on n'arrivera pas à obtenir dans le tempérament égal, me semble. Néanmoins, à cette époque, le rapport 5-4, donc au début du XVIe siècle, c'était quelque chose de très envieux. Ça permet d'avoir une belle tierce majeure. Ça permet d'avoir quelque chose d'assez novateur hein, au début, dans la Renaissance. C'est l'utilisation des tierces qui se fait beaucoup moins avant les années 1500. On commence à découvrir les accords et après on aura Bach qui lui va faire l'harmonie, va faire les accords, etc. Néanmoins, là, on commence à découvrir la tierce de manière générale, donc pour commencer la tierce majeure. Et on a envie de bien entendre cette chose nouvelle, et donc on a envie de se rapporter d'un intervalle très pur, très juste aux oreilles. Même si c'est pour détériorer notre ancien amour qui est la quinte juste. Donc on rabaisse les quintes pour obtenir un rapport 5-4. Et enfin, dans le tempérament égal, là on se dit, bon, c'est bien, on s'est bien amusé. Maintenant, on veut jouer dans toutes les tonalités sans qu'il y ait jamais de fausseté.
On va donc mettre la même distance entre toutes les notes qui sait avoir aucun intervalle juste, si ce n'est l'octave. La distance entre Do et Do est donc toujours la même, entre une octave de différence, entre Ré et Ré toujours la même, mais à chaque fois qu'on bouge, c'est de la même distance. Si on bouge d'un demi-ton, c'est racine douzième de 2, racine douzième de 2, etc., etc. Il n'y a pas deux types de demi-ton. On monte d'un demi-ton chromatique, puis diatonique, ce qui après va créer des dissonances dans les autres tempéraments. Ici, il y a le même type d'intervalle entre toutes les notes, ce qui est finalement très important lorsqu'on veut jouer dans des tempéraments, dans d'autres tonalités. Et surtout, ça fait pas de favoritisme. On essaye d'être assez proche en termes de pureté pour tous les intervalles, 3-2 pour la quinte, 5-4 pour la tierce, mais aucun n'est parfaitement juste. Pour l'oreille humaine, ça reste toujours assez approximatif, mais ça permet de jouer dans toutes les tonalités. Et finalement, ça permet d'obtenir une certaine symétrie, mais qui est jamais parfaitement résolue. C'est un peu comme dans les visages humains, on a un visage symétrique, mais jamais parfaitement symétrique. C'est un peu l'objectif de l'art. On essaye d'être toujours parfait, mais on n'y arrive jamais parce que la perfection, limite, ça peut mettre mal à l'aise et ça fait pas naturel. C'est exactement ce qu'on a essayé de reproduire en musique avec le tempérament égal. C'est un côté beau qui nous ressemble, nous les humains, et en même temps un côté extrêmement pratique pour les compositeurs et les personnes qui souhaitent s'accorder. Et après, ça a mis tout le monde d'accord, à voir ce que la suite de l'histoire nous dira concernant ces tempéraments. Pour l'instant, c'est le tempérament égal. En conclusion, on a donc pour la gamme pythagoricienne l'alternance de demi-tons chromatiques et diatoniques. L'alternance de demi-tons que je ne vais pas reciter, mais toujours deux types de demi-tons, chromatiques et diatoniques pour la gamme mésotonique. Et pour la gamme tempérée, le tempérament égal d'aujourd'hui, tous les demi-tons sont égaux. Il existe bien d'autres tempéraments. Le tempérament de Kinberger, Bergmeister, le tempérament juste qu'on verra peut-être un petit peu, le tempérament de Zarlino, le tempérament de Rameau également, Valotti. Peut-être qu'on les verra, ça sera certainement très intéressant, certainement dans cette série qui concerne l'art de la musique. Néanmoins, je voulais déjà attaquer ces trois premiers tempéraments. Ça fait une vidéo assez longue parce que c'est quand même un gros morceau. Et il y aura donc trois autres vidéos, chacune s'occupant pour l'une de la gamme pythagoricienne, la deuxième la gamme mésotonique et la dernière la gamme tempérée. J'espère que cela vous plaît. On attaquera donc sur un côté pratique, explicatif beaucoup plus en détail et comment elles ont été élaborées, savoir comment Pythagore a élaboré sa gamme, avec quels outils. On verra le monocorde et les moyens de mesure des intervalles à l'époque de l'Antiquité, à l'époque des Grecs. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va se retrouver donc dans les 3 prochaines. N'hésitez pas à laisser un commentaire, dire ce que cela vous a plu. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Ces vidéos ont été assez passionnantes à tourner. J'ai hâte de tourner les prochaines. Et puis, portez-vous bien, surtout avec cette chaleur comme d'habitude. Allez, salut!